Allons-y. Donc, merci d'être là avec nous. Je sais que c'est toujours difficile de vraiment naviguer entre nos différentes priorités, notre travail. Donc, merci de faire partie de cet espace. Et donc, bienvenue dans cette formation sur le fait de bâtir des équipes solides. On va vraiment avoir une discussion et parler des perspectives et donc des orientations qui nous mènent dans ce parcours positif pour bâtir des équipes solides, des équipes diverses, inclusives, saines. Donc, on va reparler du contexte. Comme toujours, on va aussi parler de construire votre cheminement antiraciste. Ensuite, on aura une session de discussion. On va voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, quels sont les défis que vous avez, là où vous pouvez avoir des blocages et tout ce qui peut être un peu difficile dans cette conversation. Tous les outils aussi que vous pouvez avoir, toutes les discussions. Donc, on aura un moment pour parler de cela et pour explorer toutes ces différentes zones. Et ensuite, on va terminer. Et avant cela, on aura une petite enquête de satisfaction pour savoir si vraiment on a toutes les informations de votre part pour nous évaluer, pour savoir un peu qu'est-ce que vous voulez de nous? Et bien sûr, notre bailleur, Coopération Canada, et tous ces bailleurs veulent avoir aussi un feedback. Donc, merci beaucoup. Donc, je voulais commencer cette session avec la reconnaissance de notre territoire, le fait d'honorer son territoire. Donc, j'honore la terre qui était connue sous le nom de Chakotay, donc l'île qui a été le site d'un tel mouvement et qui a été un espace d'ancrage pour le transit de nombreuses communautés autochtones et, et c'est là que je me suis explorée, j'ai exploré ma communauté et tout l'avenir. Donc j'aime parler de cette façon d'honorer sa terre et c'est vraiment honorer la communauté, honorer la terre sur laquelle je suis et c'est aussi une façon de se connecter à l'amour, aux soins, à l'histoire de ce territoire dont je proviens. Donc, avec toutes ces zones désertiques, ces zones de pâturage, toutes ces différentes zones, et reconnaître qu'il y a de multiples communautés, de multiples différences, une histoire qui nous rassemble aujourd'hui et qui façonne aussi notre responsabilité, la responsabilité dans le travail que je fais, l'organisation, la façon dont je travaille avec les communautés. Et donc, la relation que j'ai avec cette terre, c'est la relation que j'aurai avec ma terre natale. Donc, je pense que c'est toujours une opportunité de se centrer sur vraiment l'amour que l'on a, qui m'a permis de vivre ici et de construire une vie, un avenir, de pratiquer différents, de- différents aspects de mon militantisme et ce privilège de faire partie d'une communauté avec toutes ces personnes qui vivent sur ces terres. Et je cherchais quelque chose que j'avais reçu et en fait, une personne âgée qui m'avait donné ça lors d'une présentation il y a quelque temps. C'est toujours une opportunité, je pense, pour vraiment construire les relations qui nous ont permis d'être là, qui nous ont permis d'avoir de superbes rêves. Donc, j'aimerais offrir un moment aux personnes
qui veulent honorer leur terre, de partager dans le chat, dans la discussion, de nous dire donc de quel territoire vous venez, quelles sont vos terres d'origine, de quelle communauté vous provenez, est-ce que vous souhaitez y revenir et revenir à ces communautés, quelle est l'histoire avec la colonisation, quelle est l'histoire de ces terres. Prenez un petit moment pour écrire cela dans le chat et partagez sur cet espace dans lequel vous êtes et comment est-ce que vous honorez votre communauté, votre territoire. Donc, maintenant, j'aimerais vous rappeler que nous espérons vraiment de créer un espace qui est continuel, hein. L'idée, c'est de sortir des silos et nous voulons vraiment offrir un espace où les personnes contribuent à la prise de notes, à l'élaboration de documents pour partager différentes perspectives. Nous sommes tous ici, nous recevons la même information, mais nous la recevons de manière différente. Donc, c'est toujours intéressant de capturer ces différentes perspectives, la façon dont nous partageons dans cette conférence. Je pense que vraiment, nous avons cet espace où nous voulons aussi laisser les personnes poser des questions et bien sûr, toutes ces communautés qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer d'habitude. Vous avez ici les liens dans le package. Une fois que vous avez retraité toutes ces informations, que vous les avez digérées, n'hésitez pas à y revenir une fois que tout cela est fait et que vous avez eu le temps de réfléchir à tout cela, de vous ancrer dans tout cela. Nous sommes très enthousiastes sur cette prise de notes communautaire, tout ce que ça signifie en termes de réflexion et de perspective et des différentes expériences. Et cela donne une connaissance très, très intéressante. Là, nous voulons vous rappeler qu'il y a un soutien psychosocial qui est disponible si vous voulez parler de la lutte contre le racisme. On parle beaucoup de l'intersectionnalité entre toutes ces différentes luttes et certaines personnes ont fait l'expérience de traumatisme et à cause de la nature très sensible de ce travail, nous voulons que vous soyez conscients que il y a un service de psychologie, il y a de psychologues, il y a des personnes qui peuvent vous parler, que vous pouvez consulter. Et s'il y a pendant la session quelque chose qui a été abordé et qui vous met mal à l'aise, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message direct ou un email. Vous n'avez pas forcément besoin de consulter ce service-là, mais nous sommes à votre disposition. Nous savons qu'il y a des discussions très sensibles qui sont en lien avec nos expériences, avec notre passé, nos traumatismes, etc. Donc, il y a parfois des intentions spécifiques dans une session, mais on, on peut aussi causer des problèmes, on peut créer des problèmes, causer des problèmes particuliers. Donc, il faut vraiment aborder ces problèmes pour ne pas que quelqu'un soit heurté par cela. On va revenir maintenant sur les accords, les principes communautaires et les accords communautaires. Donc, nous sommes tous ici pour créer une petite communauté et nous parlons de thèmes spécifiques. Parfois, ce sont des thèmes assez difficiles. Et donc, reconnaître que nous voulons créer un peu des accords pour cette communauté, créer des principes clés pour que chacun soit à l'aise et que chacun ait autant d'informations que possible et un bon contexte pour que chacun puisse se baser sur des bases solides. Et donc, il y a aussi des hypothèses aussi communautaires. Et tout ça, ce sont
des choses que nous pouvons ajouter pour changer, discuter, débattre. N'hésitez pas à rajouter des points, n'hésitez pas à lever la main, à mettre des questions dans la discussion, dans le fil de discussion. N'hésitez pas. Donc, premier accord communautaire, nous vous faisons confiance pour faire le nécessaire afin d'assurer votre pleine participation et pour communiquer vos besoins au fur et à mesure qu'ils évoluent. Deux, nous nous engageons à construire un espace sûr en privilégiant la confidentialité, la participation équitable, l'honnêteté et la responsabilité de nos paroles et de nos actes. Numéro 3, nous venons ici l'esprit ouvert avec l'intention d'être respectueux et responsable. Nous dénoncerons les comportements préjudiciables. Numéro 4, nous nous engageons à faire preuve de respect, de considération, de courtoisie et de justesse avec chaque personne participant au sommet euh, sans discrimination au niveau de sa langue, de sa race, de sa couleur, de son âge, de son sexe, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, ses capacités, etc. Et ce, pendant toute la durée de l'événement, que ce soit sur les lieux de l'événement ou ailleurs. Numéro 5, nous nous engageons à contribuer à un espace où toutes et tous peuvent participer, à donner place aux contributions de personnes issues de groupes minoritaires ou régulièrement exclues lors des échanges et des plénières, et à tenter de prendre la parole si je suis ressortissant de groupes minoritaires. Numéro 6, nous nous engageons à éviter tout rapport de pouvoir inégalitaire et à contribuer à ce que toutes les expériences partagées soient considérées équitablement. Numéro 7, nous nous engageons à participer au congrès avec ouverture d'esprit, conscient que la richesse de la diversité des expériences des autres participants se situe bien au-delà de mon expérience singulière et m'offre l'opportunité d'étendre mes horizons, d'apprendre et de croître. Numéro 8, nous nous engageons à promouvoir la sécurité physique, émotionnelle, sexuelle et spirituelle de tous les participants au congrès, de même qu'à agir lorsque je suis témoin de comportements de harcèlement ou de comportements violents en les signalant aux organisateurs de l'événement ou aux autorités compétentes. Numéro 9, nous nous engageons à contribuer à l'objectif global consistant à renforcer le leadership canadien sur la scène internationale. Dans mes échanges, je favoriserai la coopération entre partenaires en vue de la réalisation d'un même but commun de justice sociale mondiale. Donc, comment est-ce que vous percevez ces différents accords communautaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez aborder plus particulièrement? Donc, tout est bon, parfait. On va maintenant parler des principes ou des hypothèses communautaires. Donc là, qu'est-ce qu'on parle vraiment de ce que les personnes ont comme présupposé dans leur tête à partir du moment où ils se réveillent le matin jusqu'au moment où ils partent se coucher et même parfois la nuit dans nos rêves, nous voyons les choses d'après nos perspectives propres et parfois lors des sessions communautaires, il y a certains présupposés communautaires, certaines hypothèses qui peuvent créer un manque de sécurité pour nous-mêmes et parfois pour d'autres, parce que nous n'avons pas la chance d'explorer ces hypothèses, de voir d'où elles viennent, parfois ce qu'elles supposent. Et donc nous essayons de voir quelles sont les principales hypothèses et s'il y a certaines hypothèses, certains présupposés que vous souhaiteriez aborder, peut-être certaines hypothèses qui reviennent souvent dans votre tête, certains présupposés, c'est le moment d'en parler. Et voilà, euh, on essaye vraiment d'avoir ces discussions avec le plus de confort possible. Donc, on va commencer avec le fait que tous les systèmes d'oppression existants sont interconnectés.
existent et sont interconnectés. Ensuite, la lutte contre les systèmes d'oppression, la construction d'alternatives et le changement culturel sont tous des éléments nécessaires. Le troisième, le démantèlement des systèmes d'oppression profite à tous. Le quatrième, la lutte contre l'injustice sociale peut être douloureuse et ou joyeuse. 5, la libération est possible. 6, nous sommes tous ici parce que nous voulons et nous choisissons d'être ici. 7, nous vivons à des intersections, nous bénéficions tous de l'oppression systématique et nous en subissons tous les conséquences, même si c'est de manière différente. Numéro 8, un individu, une communauté est l'expert de sa propre expérience et des solutions aux problèmes auxquels il ou elle sont confrontés. Chacun mérite l'autonomie de choix. Et le numéro 10, le corps ne ment pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main, à mettre vos questions dans la discussion. Donc, tout cela est lié à la discussion que nous aurons aujourd'hui. Donc, le corps ne ment pas. Je ne sais pas si vous étiez ici lors de la session d'ouverture. Le corps ne ment pas parce que nous essayons activement d'affirmer que parfois nous n'avons pas les mots pour expliquer quelque chose que l'on ressent, quel- quelque chose que nous ressentons dans notre corps ou en nous. Et finalement, le corps ressent quelque chose. Et parfois, surtout quand on essaye de faire ce processus de décolonisation, d'avoir une approche inclusive, d'accueillir différentes communautés avec différents contextes spirituels, différentes traditions religieuses ou spirituelles, parfois, il faut euh, il faut reconnaître que ce n'est pas facile toujours de communiquer, particulièrement sur les dommages subis, sur la joie, sur les différentes émotions. Et donc, le corps ne ment pas. Cela nous permet de valider le fait que parfois, si je suis dans une conversation et je ressens que quelque chose ne me convient pas et je voudrais communiquer cela, et parfois, il faut honorer le fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en moi. Il y a quelque chose que je ressens, que je ne me sens pas très bien. Et il faut aussi ouvrir cet espace. Peut-être que je n'ai pas les mots exacts, peut-être que je n'ai pas les mots sur ce dont j'ai besoin pour vraiment me connecter à tout cela, mais c'est en fait le fait de mettre une attente, même si quelqu'un n'a pas le mot juste, si quelque chose ne va pas bien pour une personne dans notre communauté, que ce soit au travail ou ailleurs, nous devons vraiment mettre en priorité en fait le ressenti de cette personne parce que la langue est très différente, quelle que soit la communauté et même nous, quand nous utilisons quelques mots, c'est une façon aussi de décentraliser l'idée que la seule façon de communiquer, c'est par les mots et particulièrement dans le domaine universitaire nous parlons vraiment sur le fait que le travail que nous faisons dans les principes communautaires, les normes culturelles, la communication peut être très différente. Donc, le démantèlement des systèmes d'oppression, j'aime aussi ce principe-là. Donc, démanteler les systèmes d'oppression, ça ne va pas forcément bénéficier à tous. Et finalement, pour de nombreuses personnes, ça ne va pas être bénéfique. Nous vivons actuellement avec des rapports de force où c'est principalement les personnes blanches qui ont des avantages. Donc, quand on parle de ce démantèlement des systèmes d'oppression, il faut penser au fait que cela ne va pas bénéficier à de nombreuses personnes dont le travail repose sur ce type de système d'oppression, la façon dont fonctionne le système. Cela ne va pas forcément bénéficier à des personnes parce que, en fait, le fait de transférer le pouvoir, cela va permettre à d'autres personnes de prendre ces espaces. Donc, donc le démantèlement des systèmes d'oppression, cela ne va pas vraiment être
très intéressant ou être très attractif pour les personnes qui bénéficient de ce système d'oppression. Mais il faut trouver un système qui bénéficie à tous. Et pour cela, le démantèlement des systèmes d'oppression est vraiment nécessaire. Là, on parle, par exemple, du système capitaliste et comment, en fait, un grand nombre d'entre nous ne bénéficient pas de ce système. Il y a d'autres systèmes de pouvoir basés sur la race, le genre, la sexualité. Et on attend tous que ce système d'oppression s'effondre parce que finalement, en fait, ce système se repose sur les plus marginalisés et ces personnes voudraient sortir de la misère et arriver à une meilleure qualité de vie. Donc, généralement, il faut comprendre les droits inhérents à chacun d'avoir des ressources, d'avoir leurs propres besoins, les besoins de base qui sont comblés et pour avoir leur liberté. Et c'est pas un système qui doit être plus, euh, qui doit bénéficier à certains et pas à tous. Donc, quand on parle des institutions, ce seraient des institutions qui permettent à chacun de voir des bénéfices communs, des bénéfices partagés, des résultats positifs partagés, vous voyez, euh, qui émanent de ce type de processus. Donc, c'est important de reconnaître que quand on commence ces processus, on comprend que démanteler un système, c'est une bonne chose, mais il faut comprendre que le processus ne va pas forcément être ressenti comme quelque chose de positif. Quand on parle de la lutte contre le racisme, la façon dont le système a été créé, cela signifie que ma vie, mon succès, le succès des personnes qui me ressemblent n- n'est- est est en contradiction avec ce système, par exemple le système de la suprématie des Blancs. Donc, ça va être quelque chose qui va être désagréable ou inconfortable pour certaines personnes parce que on peut se concentrer sur quelque chose où on se sent bien ou alors naviguer dans ces discussions difficiles. Ce sera quelque chose de perturbant pour vous, pour les personnes, parce qu'ils ne seront pas prêts pour cela. Et donc, même si nous disons que cela bénéficiera à tous, bien sûr, à la fin, cela bénéficiera à tous, mais au début, ce sera peut-être difficile pour certains parce que quand on se sent vraiment menacé, quand il y a des changements pour notre confort, notre capital, on voit les réactions. Les réactions, ce qui est ressenti comme une menace, cela peut générer beaucoup de problèmes et de menaces et de dommages. Donc, il faut être conscient de tout cela. Et je ne vois pas de main levée, je ne vois rien dans le chat. Donc, en venant ici à cette formation, je voudrais dire aussi que c'est une des premières fois où nous nous engageons et on parle de, de l'espace de travail, des équipes. Donc, lorsque j'ai réalisé cette présentation, une des choses que je disais à ma collègue, je me disais, il n'y a pas une ligne directrice. Je voulais prendre différentes pièces de différentes formations que j'avais effectuées les dernières années, les rassembler et tout ce qui était le plus important pour partager tous ces processus et rassembler tout cela dans une présentation et avoir pour que tout le monde puisse se rassembler avec une perspective, quelque chose qui était
qui avait avec plus de cohésion. Et maintenant, je fais ça depuis une décennie. C'est toujours difficile parce qu'après toutes ces années, on voit qu'il y a beaucoup de conversations qui sont les mêmes. Et donc, parfois, quand on crée une formation, après une décennie de création de formation, on sent que il faut se questionner. Il faut toujours réfléchir à différentes façons de le présenter. Parfois, c'est difficile. Et ensuite, je suis toujours prête à recevoir d'autres contributions d'autres communautés parce que moi, je vois cela euh, d'après la perspective des 10 dernières années. Et il y a un cycle beaucoup plus large. Donc, on partage la même information et cela fait plusieurs décennies. On essaye de trouver d'autres façons de partager cela, mais malheureusement, c'est toujours une façon intéressante de se connecter avec d'autres personnes. Donc, le processus, le principe fondamental, c'est vraiment cette conviction qu'une équipe saine et cohésive, euh, avec une forte cohésion, et c'est cela qui rend euh, un espace de travail fort et productif. Donc, que les personnes se sentent vraiment à l'aise, en sécurité dans leur équipe, parce que c'est toujours important. Chaque personne a quelque chose à offrir dans son équipe. Chaque personne peut contribuer. Et quand on parle de la lutte contre le racisme, et particulièrement par rapport à l'aspect psychosocial, généralement, les espaces de travail ne sont pas toujours désireux de reconnaître cela et ne sont pas toujours prêts à faire ce travail. Donc, on voit tout ce qui nous, euh, tout ce qui vraiment fait partie de notre espace de travail dans tous ces différents aspects, à l'école, au travail, euh, le système de santé, quand on va dans les magasins. Tout cela, c'est important de comprendre qu'une équipe saine, pleine de cohésion, est le gage d'un lieu de travail solide et productif. Et c'est quelque chose de très important pour contribuer à un travail euh, qui aura de la valeur. Si vous voulez travailler, parfois il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées dans la lutte contre le racisme, mais ils le font parce que ça fait partie de la checklist, vous voyez, de la liste de vérification. Et là, vous voulez faire un bon travail et vous voulez être innovant, vous voulez construire mieux, davantage. Si c'est comme cela que vous voyez les choses, c'est comme cela que vous les voyez, OK. Et ensuite, une traduction, une citation de Desmond Tutu. Si vous restez neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Et donc, c'est quelque chose qui va dans les deux sens, vous voyez. Donc, la lutte contre le racisme, c'est quelque chose de proactif, c'est un engagement actif. C'est pas juste de reconnaître quelque chose et de dire, OK, nous sommes une organisation de lutte contre le racisme. Donc, en fait, l'antiracisme, c'est pas juste de dire que le racisme, c'est une mauvaise chose. C'est aussi, c'est le fait que chaque jour, nous agissons pour démanteler les systèmes de racisme qui sont inhérents. Il faut toujours reconnaître que le lieu de travail en Occident est toujours un lieu de travail qui perpétue le racisme. Et donc, la façon dont nous travaillons ensemble, dont nous posons des attentes, dans la structure du travail, tout cela, pardon,
J'espère que bientôt tout cela sera antiraciste, mais tout ce système est pour le moment vraiment raciste. Donc, tous les jours, nous essayons de trouver des moyens de démanteler ce système et de trouver de nouvelles façons de trouver, par exemple, différentes normes, différentes politiques, différents résultats, différentes procédures. Et quand on ne fait pas cela, on est en fait en train de choisir le système basé sur la suprématie des Blancs, le système raciste. Donc, parfois, en tant qu'organisation, certaines organisations disent, ben, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas les capacités. Et en fait, il faut vraiment vous ancrer quand vous faites, quand vous dites cela, quand vous dites, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas l'espace, nous n'avons pas les ressources. Eh bien, eh bien, prenez ce temps, reconnaissez la valeur de chacun. Donc, c'est toujours important de, de comprendre que cette lutte contre le racisme est vraiment une lutte active. C'est un parcours très actif. Et vraiment, nous retrouvons cette lutte au cœur du lieu de travail. Et il faut aussi reconnaître que de nombreux lieux de travail, quand ils parlent de, de lutte contre le racisme, essayent d'être neutres. Et donc, une des façons de le faire, c'est par le recrutement. Parfois, on essaye d'être neutre et de dire on invite chacun. Quand on choisit un système neutre, le système par défaut deviendra toujours le système dominant. Et donc, dans notre cas, dans une société, ce sera toujours un système qui opprime, un système oppresseur, un système de suprématie blanche. Donc, c'est important de reconnaître que rester neutre, être neutre dans ces situations, ne pas être dans cette action, dans cette lutte active contre le racisme, va pouvoir maintenir un système oppresseur. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'intention de faire cela. Nous vivons dans cette structure qui est basée sur les suprématies des Blancs et la société ne nous permet pas forcément d'en sortir. Donc, il y a aussi la colonisation. Vous voyez, il y a des personnes qui pensent que la colonisation est le meilleur système en ce qui concerne l'efficacité. Vous voyez, donc moi je parle en tant qu'une personne qui est totalement opposée à ce système. Mais vous voyez, on a toujours ce type de discours très réactif et il faut être proactif. Et il y a autre chose aussi très important, c'est qu'on fait cela par nous. Parfois, on ne, n'est pas d'accord avec ces systèmes, mais dans les discussions que nous avons, nous créons ces systèmes, c'est de l'importance, nous les maintenons en vie. Oui, merci Kelly. Oui, merci. Donc, quand on commence ces discussions, il faut d'abord s'ancrer et se dire que être dans cette parcours, il faut d'abord communiquer. Une fois que nous avons embarqué dans ce parcours, il faut aussi toujours réfléchir sur ce que nous sommes aujourd'hui et quels sont nos engagements. Il y a il y a eu des erreurs liées au colonialisme et donc la plupart de nos idées actuelles sur les structures du lieu de travail sont issues de l'ère coloniale. De nombreuses personnes occupant des postes de direction pensent qu'elles agissent à partir de positions neutres, ce qui, appliqué dans les systèmes occidentaux, favorise des résultats coloniaux et racistes. Donc là, je me répète, mais je vais être très honnête. Je vais parler beaucoup. Peut-être que je me perds un peu dans mes discours. Si, si vous me perdez un peu, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Je veux vraiment m'assurer que nous continuons
à nous ancrer dans tout cela. Et donc, il y a aussi quelque chose d'autre qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à reconnaître là où nous en sommes, cette difficulté que nous avons de reconnaître que nous sommes engagés dans des systèmes racistes, que de nombreuses personnes bénéficient de ces systèmes de suprématie blanche. Et nous recevons beaucoup de choses vraiment. euh, c'est quelque chose qui nous a beaucoup bénéficié et quelque chose que nous souhaiterions peut-être voir perdurer. Il faut être honnête là-dessus. Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont nos capacités? Où est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons atteindre? Que les personnes soient désireuses de le reconnaître ou non. Nous sommes dans cette société basée sur la suprématie des Blancs et donc cette difficulté à reconnaître cela, cela ne bénéficie pas forcément à tous, mais tout ce que nous faisons, et particulièrement pour les personnes qui sont affectées par cela, qui sont affectées par ces idées, eh bien, c'est ce qui a lieu, c'est ce qui se passe. Donc, cela détermine la relation que nous avons aussi dans nos équipes. Donc, avant que nous commencions ces processus, j'aimerais demander à tous de prendre une petite pause et nous aurons un moment d'engagement. Donc, avant de commencer ces processus, je sais que toutes les personnes qui travaillent avec moi doivent vraiment euh, faire cela. Il faut être très honnête. Je préfère savoir que quelqu'un n'est pas du tout euh, capable de s'engager avec moi parce que certaines personnes ne veulent pas s'engager avec des personnes noires. Ils ne pensent pas que je mérite d'être là. Je préfère le savoir dès le début plutôt que en fait, de ne pas le savoir et de m'engager avec quelqu'un qui a ces convictions-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour que chaque personne puisse s'engager, engager son autonomie, parce qu'à la fin, comme je le disais avant, que vous soyez honnête ou pas, ce sont vos actions qui parlent. Et dans de nombreuses organisations, et dans la plupart des organisations pour lesquelles j'ai travaillé, dans les différentes consultations, finalement, ils ont fait beaucoup d'approches traditionnelles dans ce parcours, mais à la fin, le fait est qu'il n'y avait pas cette intention, il n'y avait pas cet engagement et les personnes n'étaient pas impliquées, n'étaient pas engagées. Et finalement, on se, on devient très fatigué de cela. Et donc parfois, pour des personnes en situation de leadership, eh bien, c'est encore plus difficile parce que nous voulons créer une sécurité. Et vous voyez, les communautés ont beaucoup souffert. Et tous ceux qui bénéficient du système qui crée ces résultats, eh bien, cela aurait dû être fait au début du processus. Ils auraient pu être clairs. Cela nous aurait é- évité beaucoup de problèmes. Donc, il y a tout ce problème de manipulation, de tromperie un peu, où on nous met un rideau de fumée devant le visage. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent être engagées dans ce processus, mais c'est pas ce que nous ressentons, c'est pas ce dont nous faisons l'expérience, ce n'est pas ce que je ressens dans ces espaces de consultation. Et on nous dit, ah bien, bah, vous avez fait partie de processus, donc vous devriez être heureuse de faire fait partie de ce processus sans reconnaître que en tant que personne racisée, nous sommes, vous êtes des personnes qui avez
profité, qui avait bénéficié du système dans lequel vous avez grandi, il faut aussi appuyer là-dessus pour notre secteur, qu'il y ait beaucoup plus d'intention qui soit posée parce que notre modèle de leadership, notre structure de leadership reproduit les mêmes rapports de pouvoir, les mêmes rapports de force et que nous voudrions au contraire rectifier. Donc, c'est important pour nous de vérifier pour nous-mêmes et de penser à tout ce que nous avons comme conviction dans ce processus de transfert du pouvoir. Donc là, on parle de la localisation. La localisation, c'est très important dans le lieu de travail parce qu'il y a de nombreuses personnes dans la communauté qui sont impactées par notre travail. Et on peut ainsi parler à d'autres personnes après la session et dire, eh bien, lui, il vient d'un pays, en fait, c'est le pays où ce projet a lieu, mais en fait, on n'écoute pas son avis. On lui coupe la parole à chaque fois. Et ce sont des nouveaux arrivés dans ce pays qui ont le droit au chapitre. Et cette personne, on lui coupe toujours la parole, on ne le laisse pas parler. Donc, cela doit commencer dans notre lieu de travail, dans nos équipes. Il faut qu'il y ait cette réflexion quand on pense à ces processus. Quelle est cette réflexion? D'où vient cette réflexion? Comment est-ce que nous fonctionnons? Il faut avoir cette humilité, cette ouverture d'esprit quand nous voulons démanteler ces systèmes. Et donc, je pense que à la fin, il faut aussi pouvoir se reconnaître aussi ce que nous avons de bon. Vous avez bénéficié beaucoup de ce système. Et donc, quand vous êtes dans une situation où vous essayez de maintenant transférer du pouvoir et vous essayez de changer toute votre vision de la vie, je pense que c'est important aussi de vous féliciter vous-même, de vous de reconnaître tout ce que vous faites, euh, d'être élogieux vis-à-vis de vous, vous voyez? Pardon, j'avais une petite erreur ici. C'est important d'avoir ces moments de réflexion et c'est quelque chose que je voudrais ajouter. Et c'est important de se souvenir de à- qu'est-ce qu'on ressent quand on est responsable de ce processus et quand on est confronté à des situations difficiles, parce que parfois, donc créer des plus petits groupes, des groupes de personnes qui sont semblables à vous, et essayer de voir comment est-ce que, à quoi ces choses ressemblent. Et donc, chaque action est immédiate. Je sais que parfois, j'ai des intentions et, et qui sont parfois alignées avec ce que j'essaye de faire et ce que j'essaye de communiquer. Et on voit les intentions. Et, et il faut voir ce pourquoi nous sommes responsables et comment cela affecte les autres. Donc, c'est très important de pouvoir s'asseoir et dire, OK, moi, j'aimerais parler de l'exemple. Par exemple, j'étais dans une structure de travail il y a un certain temps et une des questions que j'ai posées dans ce lieu de travail, c'était quelle est votre euh, conviction, votre croyance sur la hiérarchie, comment la hiérarchie fonctionne, comment cela se reflète dans votre travail pour essayer de naviguer entre ces différents concepts. Et finalement, j'ai reçu une sorte de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ici. Nous sommes dans une équipe, nous travaillons dans une équipe, nous sommes dans un espace collectif et nous reconnaissons les personnes comme des individus qui sont égaux, qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Et
quelques mois après, nous étions dans une situation très difficile. Je, j'ai senti que j'avais eu un préjudice et j'ai commencé à recevoir cette rhétorique sur les droits des cadres dirigeants. Et donc, finalement, le fait que je me sentais euh, affectée par cela, que j'avais subi un préjudice, n'était pas entendu parce qu'il n'y avait pas eu cette réflexion, il n'y avait pas eu cet espace pour travailler, pour voir comment je réagis lorsque je me sens menacée, lorsque j'ai cette discussion, lorsqu'on ne va nulle part, lorsque cette personne n'a pas de bonnes intentions. Dans ce scénario, les personnes avec qui on parlait, quand on parlait des droits dans ce domaine-là, donc tout cela était dirigé contre les personnes et ce qui était visible, c'est que on voit qu'il y avait une réaction naturelle qui émergeait. Donc pour moi, c'est très important pour nous de prendre ces opportunités de, en fait, d'étirer nos muscles de ce qui peut représenter la responsabilité, parce que sinon, on ne se sent pas bien d'être responsable. Et ça, c'est pour nous tous, et y compris moi. Parfois, en fait, le fait d'être puni, on ne se sent pas bien, forcément. Donc, j'aimerais bien vous rappeler à tous qu'à la fin, il faut être conscient que il faut choisir d'être responsable, choisir d'avoir de la réflexion, de réfléchir, d'avoir une structure. Et bien, tout cela demande une pratique. Parce que quand on fait une erreur, on, on est responsable et on est parfois ostracisé. Parfois, cela est horrible pour vous. Donc, il faut créer une structure autour de vous pour que vous compreniez à la fin que vous soyez une bonne et une mauvaise personne. Je suis à la fois bonne et mauvaise et cela n'a pas d'importance. Mais moi, je viens ici tous les jours, je fais tout ce que je peux, je reçois tout le feedback, je, je me sens responsable. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui viennent derrière moi et qui disent, eh ben non, c'est pas moi. Donc, maintenant que j'ai dit tout cela, je pense que ce serait bien d'avoir un petit moment pour, je vais parler, je vais revenir sur certaines questions que vous pourriez vous poser. Par exemple, comment vos privilèges vous ont-ils placé dans cette situation? Essayez de réfléchir, essayez d'être conscient de vos privilèges dans le système, dans le poste ou la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui. De quelle manière adhérez-vous au système de préjudice? Donc, dans ce processus, comment adhérez-vous au système de préjudice? Par exemple, parfois, même quand on fait du recyclage, parfois, je vais mettre quelque chose dans le compost, parfois dans le compost de ma résidence. Parfois, je, je fais une décision d'aller contre mon engagement et ma responsabilité par rapport au territoire, à la terre, la façon dont je travaille avec les communautés. Donc, par exemple, là, pour le compost, mais c'est une décision active et je suis responsable de cela. Je fais vraiment ces engagements, j'ai cette responsabilité vis-à-vis des communautés. Comment est-ce qu'on s'éduque nous-mêmes? Comment est-ce qu'on s'assure que l'information que nous recevons vous rend responsable, vous fait vous remettre en question, reflète les perspectives des personnes avec lesquelles vous travaillez, parce que chaque lieu de travail, chaque communauté, chaque personne est différente. Donc, la façon de s'éduquer soi-même qui est spécifique à l'équipe dans laquelle vous êtes. Comment est-ce que parfois nous sommes totalement bloqués, mais à la fin, il y a beaucoup de
personnes et qui sont des modèles dans ce type de processus en Amérique du Nord qui vont s'asseoir et qui vont dire, j'ai appris beaucoup, j'aimerais revenir et changer cela. Donc, vos connaissances s'accélèrent, s'étendent toujours et l'expertise continue de s'accroître. Donc, assurez-vous que vous continuez à vous éduquer et aussi assurez-vous que les personnes qui appliquent ces connaissances ou qui réfléchissent à ces connaissances, eh bien, bénéficient du fait, du fait qu'ils travaillent sur ces connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que représente pour vous l'idée de déplacer le pouvoir? Pourquoi est-ce que vous continuez à faire ce travail? Que signifie ce travail pour vous? Que ressentez-vous lorsque vous vous éloignez de la neutralité? Que ressentez-vous dans votre corps lorsque vous vous éloignez de ces systèmes dont nous venons de parler? Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que vous ressentez lorsque, à l'idée de déplacer le pouvoir? De transférer le pouvoir. Peut-être le fait qu'un jour, vous ne serez pas exactement dans le chemin que vous aviez projeté il y a des années. Quelles sont les alternatives aux réalités dont vous avez rêvé pour vous-même et à qui devez-vous rendre des comptes? Donc, avant même de commencer ces processus, de travailler pour les mêmes, les mêmes croyances, quelles sont les alternatives? Quelles sont les différentes façons de bâtir une vie qui me semble bonne, juste? Beaucoup de personnes ne tiennent pas compte du fait que dans leurs croyances, il y a la croyance que certaines personnes ont moins de valeur qu'eux et qu'ils ne doivent rien à ces personnes. Et pour moi, le fait de pouvoir avoir une discussion honnête sur à qui devez-vous rendre des comptes. Est-ce que c'est vous, votre communauté, votre famille, vos amis, les personnes avec qui vous vous entendez bien au travail, les personnes avec qui vous partagez les mêmes idées au travail? Donc, je voudrais vous donner 3 minutes. Cela, vous pouvez ainsi lever la main ou partager vos réflexions à voix haute, prendre une question et répondre à cette question. Donc, cela va vous permettre d'étirer vos muscles de vulnérabilité pour vous sentir, pour parler par exemple de vulnérabilité ou autre chose, une autre question, un autre point que vous souhaiteriez souligner. Oui, Zénab, allez-y. La question, à qui dois-je rendre des comptes? Il y a 3 ou 4 points. Premièrement, nous sommes une organisation enregistrée. Donc, pendant la première session ce matin, comment on se sent d'être dans cette organisation? Qu'est-ce qu'on va donner? Je suis heureuse lorsque je travaille. Je voyage partout dans le monde et je viens au Canada. Donc, la question, c'est, en fait, on doit rendre des comptes à notre conscience. C'est la responsabilité, par exemple, Canada Revenue, c'est, eh bien, on doit rendre des comptes à la communauté, la communauté que nous représentons, la communauté ou le pays que nous représentons, la famille et, et l'état de droit pour les droits de l'homme. Que chacun puisse voir cela. Tout cela est important et nous, dans notre organisation, c'est
comme les affaires internationales, nous sommes une organisation enregistrée au Canada. Donc, on reflète ce que nous faisons. Voilà ce que fait le Canada. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Je pense que c'est quelque chose de très important de parler de cela, de ce caractère de la réflexion, le fait de devoir rendre des comptes à son équipe. Est-ce qu'on crée des processus, des procédures, des politiques qui reflètent les besoins, les processus, les envies de notre équipe, qui sont bénéfiques à notre équipe pour l'avenir? Donc, je vois aussi dans le chat, j'aime votre déclaration. Quelle est la meilleure façon, la façon la plus juste de changer les choses? Il y a tellement de choses à prendre en compte lorsque nous abordons les politiques liées à la lutte contre le racisme. Oui, c'est un travail sur le long terme et donc c'est forcément quelque chose qui nécessite beaucoup de discussion et de réflexion continue. Parfois, c'est difficile de penser à cela, de se dire quelle est la bonne façon de faire cela. Et c'est pas juste euh, agir et voir ce qui va se passer. Ensuite, il y a autre chose qui est très important dans ce travail comme point de départ. Et donc, premièrement, il faut reconnaître le problème. Et il y a beaucoup d'organisations qui ne vont pas prendre le temps de reconnaître que leurs espaces sont racistes. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour de nombreuses personnes. Je me souviens d'avoir regardé cette vidéo. Je me souviens plus de l'auteur de la vidéo, mais il y avait cette question sur comment, pourquoi est-ce que c'est si difficile de reconnaître le fait que finalement, de façon inhérente, nous sommes tous racistes. Nous, nous avons grandi dans cette société qui faisait la promotion du racisme. Donc, nous allons forcément être imprégnés par cette idéologie. Mais le fait qu'il y a le problème de reconnaître qu'on est raciste, qu'on a ces principes racistes, même si à la fin, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec vous, vos objectifs. Parfois, c'est même totalement inconscient. Les personnes n'en sont même pas conscientes. Donc, donc là, ça vient une notion de Stokely Carmichael et Charles Vernon Hamilton, 1967. Ces deux personnes ont parlé d'un processus, des processus d'attitude et de comportement qui constituent une discrimination par le biais de préjugés involontaires, de l'ignorance, de l'insouciance et de stéréotypes racistes qui désavantagent les personnes appartenant à des minorités ethniques. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de faits racistes que nous voyons tous les jours et dans notre lieu de travail. Et je pense que à la fin, tout cela est basé sur des normes établies. On sait comment fonctionnent les lieux de travail, on sait à quoi s'attendre, on sait comment les choses vont fonctionner et c'est tout ce processus de réflexion parce que le fait de reproduire des narratifs très dommageables. Et voilà, c'est ce qui est attendu de vous, c'est ce qu'on attend de vous dans votre poste, dans votre mission. Et c'est comme cela. Et là, c'était la partie centrale de ma carrière. Et voilà, les choses sont comme ça. C'était une période difficile. Et je pense que pour des personnes, ça devient cette perspective de dire, eh bien, je fais ce qui est censé être. Je dois reproduire. Voilà, c'est ce qui est.
c'est ce qu'on attend de chacun. Et pourquoi pensez-vous que vous devez être spécial, être unique? Et nous avions des discussions sur l'organisation et nous avons eu un petit groupe de travail. Quelqu'un a dit que dans son lieu de travail, souvent, les personnes vont profiter de la façon dont on crée des mécanismes. Par exemple, donc un des exemples que j'ai donnés, c'était, oui, il y a peut-être cette attente que oui, les choses sont comme ça et c'est comme ça, mais on ne peut pas attendre d'avoir plus de jours de congé que d'autres personnes, mais j'ai donné l'exemple lorsque je travaillais, donc j'étais dans cette carrière, je faisais déjà du militantisme, j'avais des discussions sur la lutte contre le racisme dans les pratiques, et une des choses qui revenait souvent dans ces espaces dans lesquels je venais en tant que manager, j'étais une jeune manager et nous étions dans l'autre côté de la table en tant qu'égaux. Nous étions tous égaux et donc je pouvais aussi parler de cela. Moi, j'ai vraiment cette expérience. Je me souviens d'avoir parlé avec les équipes et parfois, il y avait quelqu'un qui ne venait pas au travail et je disais, mais alors, c'est très difficile. On attend à ce que vous soyez au travail et moi, je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps et d'espace. Et finalement, cette personne avait beaucoup de problèmes de santé mentale. Elle avait, elle avait beaucoup de mal à gérer certaines choses. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'était de lui donner un peu de temps euh, hors du travail. C'est- Ensuite, c'était une semaine, 2 semaines, ensuite 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'ai dû récupérer leur poste, puisque pendant que cette personne n'était pas au travail, je faisais son travail et je faisais mon travail de manager. Et finalement, c'est ce que j'ai dit, eh bien, en fait, je vais vous mettre en congé maladie un peu plus longtemps et quelqu'un va vous remplacer, vous voyez? Et les gens pensent toujours, il faut être égal, il faut que tout soit juste pour tout le monde, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité sans reconnaître les spécificités des personnes. Et chaque personne a des expériences différentes. Et c'est quelque chose, le racisme qui nous suit à la fois dans notre lieu de travail, en dehors de notre travail. Parfois, c'est très, très lourd à porter et parfois, ça va signifier qu'il y a différents résultats pour les personnes. Et parfois, le fait de reconnaître le problème et le fait d'être conscient et de ne pas vraiment étiqueter les gens, de ne pas leur assigner des stéréotypes, c'est très important. Pardon, je ne vois pas. Oui, il y avait une main qui était levée, mais plus maintenant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main, allez-y, je vous donne la possibilité. Tout va bien? OK? Oui. Donc, si quelqu'un lève la main de nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est toujours intéressant d'inviter vos équipes à avoir une discussion sur la lutte contre le racisme et de reconnaître tous ces problèmes parce que beaucoup de personnes finalement reconnaissent le racisme, reconnaissent les structures de pouvoir, reconnaissent
l'existence et veulent être une organisation antiraciste. Mais la plupart du temps, quand on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être antiraciste? De nombreuses personnes n'ont pas cet espace où ils peuvent définir cela, particulièrement dans le secteur dans lequel nous nous plaçons, qui s'étend partout dans le globe. Il faut vraiment s'assurer que nous soyons une organisation de lutte contre le racisme, et c'est très spécifique. Je sais que mes parents ont vécu ici pendant longtemps. Ils ont une autre perspective sur le racisme par rapport à la mienne. Quand ils étaient à la maison, ce n'était pas un problème qui revenait. Je pense que parfois, quand on a des discussions avec différentes communautés, je pense que c'est important de voir que ce concept de racisme n'est pas vu de la même façon par différentes communautés. Et pour certains, ce n'est pas un problème qui est approprié, qui est pertinent. Quand on parle maintenant d'avoir des équipes mondiales, c'est important de comprendre que on est un organisme occidental. Donc là, il y a ce contexte particulier. Donc peut-être que ce n'est pas pertinent dans ce contexte du fait de la structure sociale, du fait de la façon dont la communauté fonctionne. Peut-être qu'ils comprennent cette conversation, particulièrement cette conversation dans, en Occident. Mais ce que nous disons, c'est qu'en tant qu'organisme occidental, par rapport aux populations racisées, eh bien, on apporte cela dans un contexte où les gens n'ont pas ce type de conversation. Donc, il faut être très spécifique en matière de contexte et voir comment on gère ces discussions dans ce contexte. Et les personnes, les communautés qui ne géreraient pas ce type de conversation, qui n'auraient pas ce type de conversation, vous voyez. Donc, c'est important d'être conscient de ce préjugé au sein de ce processus, donc de reconnaître le problème. Cela veut dire que, par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas l'aspect punitif si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas une bonne chose. Donc, d'avoir peur des réactions par rapport au processus, par rapport à toutes les personnes impliquées dans le processus. Donc, reconnaître le problème, c'est un transfert donc, dans la structure de la responsabilité, donc être responsable, devoir rendre des comptes, créer de la sécurité pour de nombreuses personnes. Et cela peut être difficile de naviguer dans tout cela. Et ce leadership, particulièrement pour les personnes qui ne sont pas racisées, donc reconnaître le problème. Donc, cela vient d'un questionnement. Comment est-ce que euh, cet aspect institutionnel de relation est reflété dans votre travail? Quels sont les liens avec les équipes? Et comment est-ce que le racisme relationnel institutionnel se manifeste-t-il sur le lieu de travail? Comment l'organisation le définit-elle? Comment le personnel le définit-il? Quelle est la responsabilité de l'organisation dans la reconnaissance de ce problème? Pourquoi faites-vous ce travail? Donc, si c'est quelque chose qui est, qui vous est demandé dans votre organisation ou quelque chose que vous faites vous-même, c'est important de faire tout cela. Ces questions sont importantes. Important de savoir qu'est-ce que vous mettez en priorité dans ces processus. Donc, c'est très important d'être d'être vraiment conscient de la manière dont les préjugés peuvent se manifester dans le travail et comment est-ce que l'organisation le définit, comment le personnel le définit, comment ce racisme est défini par l'organisation, le personnel, etc. Donc, je parle beaucoup. Donc, une fois que j'ai dit tout cela, je pense que il y a
quelque chose que les personnes mettent en priorité dans ce processus, c'est- que ce soit lorsqu'on travaille, lorsqu'on essaye d'établir un leadership, eh bien, on, on- en fait, ce travail nécessite de la confiance. La confiance ne se construit pas sans respect. Le respect ne se construit pas sans action. Donc, l'importance d'instaurer la confiance. Il est important de s'engager auprès de votre personnel, d'instaurer un climat de confiance, de transférer le pouvoir aux communautés concernées et de reconnaître les structures de pouvoir inhérentes. Et je dois reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes euh, pour les équipes, de sondages, d'avoir cette possibilité de parler aux équipes, au personnel. Généralement, l'espace ne permet pas euh, au personnel de, de s'exprimer parce qu'ils ont toujours une peur des conséquences s'ils s'expriment. Donc, on voit que il faut créer cette atmosphère de confiance. Par exemple, si les équipes racisées sont conscientes ou pas, eh bien, elles ont toujours peur un peu des répercussions. Parfois, cela vient du fait que ils travaillent dans un espace où ils ne se sentent pas en sécurité avec les personnes avec lesquelles ils travaillent. Donc, c'est important d'instaurer cette confiance, de souligner ce travail, de valider leurs expériences et de reconnaître leur expérience. Donc, particulièrement dans le travail que nous faisons, parce que c'est le travail qui affecte leur communauté, leur famille, eux-mêmes. Parfois, ils viennent dans ce pays, dans ce lieu de travail, mais ce travail affecte leur communauté, leur vie. Donc, c'est très important de reconnaître cela, d'être très conscient de la façon dont les structures de pouvoir, finalement inhérentes, ont historiquement désavantagé certains membres du personnel. Quand on regarde cela d'un point de vue global, mondial, c'est encore plus difficile parce que, par exemple, on va regarder la diaspora, les personnes qui sont issues de la diaspora. Quand on parle maintenant des équipes mondiales ou des équipes locales, c'est important de voir que l'instauration de la confiance est très importante parce qu'il y a ce contexte historique très lourd. Et donc, le fait de faire partie de ce processus, et c'est très important de reconnaître le pouvoir que vous avez dans ce processus. La plupart du temps, une grande partie du temps, c'est important de se séparer du pouvoir, de se dire qu'on a moins de pouvoir que le pouvoir que nous avons réellement. C'est comme l'argent dans un système capitaliste, le pouvoir dans la lutte anti-racisme. Le pouvoir, donc qu'est-ce qu'on pense en ce qui concerne le pouvoir? Vous avez du pouvoir parce que quelqu'un n'a pas de pouvoir. Et donc, c'est important d'être conscient, de reconnaître et de s'engager, de, de s'engager dans les structures de pouvoir qui peuvent vous bénéficier parce que c'est la base de ce monde de transfert de pouvoir, d'être beaucoup plus responsable et de se rendre compte de la position dans laquelle nous sommes. Très important de reconnaître le pouvoir que vous avez et la responsabilité que vous avez et donc que ce travail soit toujours une réflexion parce que même dans des postes de leadership, à la fin, je dois être la dernière personne qui a de l'importance parce que moi, j'ai du pouvoir. Je suis la dernière personne qui a de l'importance parce que j'ai une position de pouvoir.
parce que j'ai plus de ressources, j'ai plus d'espace et toutes ces personnes pour qui je crée ces processus ou avec qui je crée ces processus. Et donc, si ces processus ne sont pas, ne reflètent, ne, s- ne s'inscrivent pas dans cette réflexion, eh ben, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut que je travaille pour les personnes, avec ces personnes qui ont moins de pouvoir. Il faut parfois aussi avoir des boucles de retour d'informations réciproques. C'est quelque chose de très important. Par exemple, créer créer des boucles de retour d'informations réciproques. Donc, créer une atmosphère dans laquelle les opinions, les expériences, les souhaits et les besoins sont valorisés de manière équitable. Cela peut se traduire par la création de structures de prise de décision au niveau de la communauté, par l'interrogation du personnel sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et par des changements en conséquence, par la création de moments de structure de responsabilisation, par l'admission des erreurs commises et par la prise de mesures, le fait de prendre des mesures pour ne pas les répéter. Donc, qualité, équité, s'assurer qu'on reçoit des informations sur nos actions. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est ouvert au changement, ouvert aux besoins de votre équipe, c'est important d'être honnête là-dessus parce que beaucoup de personnes vont sentir qu'ils veulent partager leurs perspectives, partager leurs réactions émotionnelles ou leurs objectifs avec des attentes que cela sera valorisé. Moi, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui ont passé beaucoup de temps sur leur lieu de travail à essayer de dire, eh bien, cela, ça me heurte. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que nous essayions cela. J'aimerais que nous, vraiment, que nous faisions les choses différemment. Et il y a cette réaction humaine que si je partage comment je me sens, comment cela fonctionne ou ne fonctionne pas, il y aura cette réaction en face. Mais il faut toujours se rendre compte que le travail n'a pas été construit autour de l'expérience humaine. Il faut reconnaître que le lieu de travail, par l'industrialisation, à travers l'esclavage, avec le commerce des esclaves, l'idée comment nous travaillons dans les modèles, par exemple dans le domaine, dans le sphère occidentale. Donc, ne prend pas en compte cela. Donc, des boucles de retour d'informations réciproques. Il y a toujours un leader et il y a des travailleurs. Le leader, les dirigeants et les travailleurs qui travaillent pour le leader, pour l'organisation, et c'est tout. Donc, avec ces boucles de retour d'informations réciproques, vous travaillez pour votre équipe et votre équipe travaille pour vous. Et c'est un cycle. Vous pouvez avoir plus de pouvoir et c'est quelque chose que vous devez reconnaître. Et là, j'aime l'exemple de la création de ce lieu de travail. Il peut y avoir aussi une charte de l'organisation et comment ils ont créé cette charte. Et, et on voit toutes les équipes et comment ces équipes sont interconnectées les unes avec les autres et toutes les contributions entre ces équipes et le fait de souligner tous les membres de l'équipe et le travail qu'ils fournissent. À la fin, tout cela crée un pouvoir. Et donc, il y a quelque chose de réciproque, ce modèle de communauté basé sur la communauté et comprendre le fait qu'il y a cette approche du bas vers le haut qui crée beaucoup de confiance, qui crée beaucoup de sécurité et de confort pour de nombreuses personnes. La- la- aussi,
le fait de ne pas avoir la peur de la répression. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité pour votre équipe? Comment est-ce qu'on peut créer cette sécurité? Quand je vois ce leadership, peut-être il n'y a pas beaucoup de sécurité. Et il y a quelque chose dans ce processus quand on essaye de créer eh bien, ce processus, il y a cette peur des répercussions. Il y a ce manque de sécurité pour les personnes racisées. C'est tout. Tous ces systèmes qui sont créés contre les personnes racisées, eh bien, les personnes racisées ne sont pas en sécurité de façon inhérente. Donc, tout ce système crée une compréhension que on ne peut pas dépendre de son lieu de travail, de son leadership, des managers, de toute cette structure-là. Donc, c'est important de créer ces moyens de communication anonyme permettant au personnel de partager des informations sans crainte de représailles. Donc, quand il y a des moyens de communication anonyme, est assez clair ce que je vais lire. Parfois, je sais que je ne vais pas communiquer de nombreuses, euh, dans dans des, en fait, je ne vais pas forcément répo- ré- répondre à des enquêtes s'ils ne sont pas anonymes parce qu'il pourrait y avoir des représailles. Eh bien, euh, parfois, je dis, mais en fait, c'est anonyme, donc comment pouvait-il savoir? Eh bien, c'est toujours difficile pour chaque personne dans le processus. Ça dépend de notre communication. Si les gens ne sont pas capables d'être honnêtes, ne sont pas capables de partager ce qu'ils souhaitent partager, et ensuite les engagements, respecter ces engagements, les actions resteront le seul moyen d'instaurer la confiance. Bien sûr, les mots sont importants, mais les actions sont le seul moyen d'instaurer la confiance. Action et réflexion soutenues. Les mots sont importants, mais ne signifient rien s'ils ne sont pas mis en pratique. Donc, il faut vraiment montrer cela dans vos actions, vraiment avoir de bonnes actions correctes. Ensuite, vérification culturelle. Quelles sont vos pratiques actuelles en matière d'instauration de la confiance? Que pense votre personnel des processus que vous avez mis en place ou non? De nombreuses organisations n'en font pas une priorité en raison de la dynamique du pouvoir et des croyances ou normes inhérentes au lieu de travail. Sans confiance, aucun processus ne peut être le reflet honnête du personnel, des personnes qui le composent. Il est important que le personnel soit invité à participer à ces processus en tant que partie prenante à part entière. Beaucoup de personnes disent, bon, on a fait ça, 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 et ça a bien fonctionné. Quand j'ai des conversations avec les équipes, les gens disent, oh, non, 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 ça ne se passe pas bien du tout. Euh, en fait, ça ne fonctionne pas, j'ai envie de trouver du travail ailleurs et j'en ai vraiment marre. C'est parce que la plupart du temps, il n'y a pas cette vérification, il n'y a pas cette confiance. On ne peut pas avoir des informations honnêtes de la part des équipes. Donc, la direction n'a pas ces informations, le leadership n'a pas l'information, parce que ces processus, bien sûr, coûtent beaucoup d'argent et il y a beaucoup de questions de la part des organisations. Nous n'avons pas les ressources, mais quand vous dépensez cet argent, vous voulez quand même vous assurer que cet argent va profiter à vos équipes et qu'il y aura vraiment des efforts qui vont vraiment produire, que voilà, que vous êtes informé, que l'équipe est informée. Il faut toujours réfléchir
à cela, sur quelles sont vos pratiques en matière d'instauration de la confiance. Que pense votre personnel des processus que vous avez mis en place? C'est important d'avoir ce processus de réflexion sur vos processus, d'être totalement honnête avec vous-même. Je sais que de nombreuses personnes ont été dans ces situations qui étaient très dommageables, très préjudiciables. Donc, il fallait vraiment vérifier cela et créer des mécanismes pour que les gens puissent vraiment s'exprimer et donner leur opinion là-dessus. Qu'est-ce que nous sommes capables de dire ou pas dans l'espace de travail? Et donc, s'assurer que nous créons ces espaces et par rapport aux normes religieuses, aux croyances, etc., la façon dont nous venons au travail, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de parler ou pas. Et tous les jours, je parle avec mes parents de ce qui se passe sur mon lieu de travail. La plupart du temps, ils me disent, mais comment est-ce que tu as fait pour ne pas partager cela? Parce que, en fait, cela me causait beaucoup de dommages. En fait, pour moi, c'était important de pratiquer cela avec les équipes, de changer ce récit, qu'il faut être violent dans le lieu de travail. Mais c'est important de reconnaître que parfois, lorsqu'on fait ce travail de vérification auprès des services, des équipes, parfois, ce ne sera pas toujours très bien vu, mais il faut toujours regarder la perspective des équipes, du personnel. On travaille avec différents concepts, différentes normes, différentes histoires et historiques. Ce n'est pas toujours juste, voilà ce que je demande, voilà la réponse. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent, beaucoup de nuances, beaucoup de choses à prendre en compte. Et construire des principes directeurs, des documents. Donc, il est important que la façon dont vous rencontrez votre équipe et les conversations que vous avez, créer des documents d'orientation, des choses sur lesquelles les personnes peuvent s'appuyer, auxquelles elles peuvent revenir et qu'elles peuvent voir elles-mêmes. Donc, quelque chose qui va pouvoir produire des changements concrets. C'est pas juste venir partager les expériences, les besoins. Cela doit pouvoir créer quelque chose qui reflète cela. La plupart du temps, les politiques sur le lieu de travail ne permettent pas de mettre en œuvre ces changements. Par exemple, il y a des politiques sur le harcèlement, il y a des politiques sur les règles sur le lieu de travail, la lutte contre la violence, mais elles ne vont pas aborder ces sujets. Donc, il faut comprendre que cette structure du lieu de travail, en tant qu'organisme vivant, quelque chose qui réagit, c'est comme un, un être qui ne permet pas à ce que certaines choses soient révélées. Et donc, il y a beaucoup de politique, mais il y a beaucoup de politiques qui bénéficient aux personnes en situation de pouvoir et qui sont dommageables à certaines personnes. Si nous pensons maintenant aux systèmes, aux institutions qui étaient construites euh, et qui sont basées sur les personnes racisées, c'est important de comprendre que tous les principes de base de ces organisations ne vont pas reconnaître les droits de ces personnes. Sinon, ce sera difficile de, en fait, d'avoir une stabilité quand on détruit un peu les fondements de l'organisation, les fondations. Notre façon d'instaurer la confiance, c'est de s'assurer que si on crée beaucoup de lignes directrices, tous ces documents, tous ces principes, toute cette collection extraordinaire d'opinions, de perspectives, d'expériences,
pour votre équipe, il faut lui donner le même poids que les politiques. Parce que je sais que en ayant fait ce travail, je suis toujours jeune, je suis toujours euh, personne novice dans ce domaine, mais en fait, c'est difficile d'être dans un lieu de travail qui reflète ces politiques. Et donc, c'est important de reconnaître que les personnes vont essayer de voir ce que leurs contributions produisent, comment ils peuvent s'inscrire dans ces processus, dans ce lieu de travail, comment est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Donc, finalement, tout revient à l'honnêteté, tout dépend de l'honnêteté. C'est comme ces défis, ces documents, la façon de structurer l'espace de travail. Nous avons toutes ces expériences. Si et vos équipes ne sont pas au centre de ces politiques, cela ne va pas aller de l'avant. Il n'y aura pas beaucoup d'espoir. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes racisées qui étaient engagées dans ces processus pour dire quels sont vos processus, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites avec cela. Beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes sont des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, qui dans cette période de difficulté ne voudront pas en fait écrire un document de 20 pages, sachant que vous êtes déjà dans un contexte où vous pensez que vous ne verrez pas les résultats. Il y a peu de chances que vous voyez les résultats. Et moi, je travaillais à l'université sur des politiques. Nous avions demandé à quelqu'un de venir parler de la version de cette politique. Et, et c'est important de voir si votre équipe ne veut pas vraiment créer ces politiques. Donc, ce secteur rassemble des personnes de différentes perspectives, de différents contextes, et parfois certaines choses sont pas du tout accessibles. Donc, si on ne peut pas refléter cela dans les documents, très important que ces documents puissent vraiment refléter cette diversité. Sinon, les personnes ne peuvent aller nulle part, ne savent pas où aller. Et donc, dans ces documents, je pense que, en fait, il faut se poser la question, quelle est votre définition d'une équipe saine et solidaire? Il faut parler avec les différentes équipes. Quelle est votre définition d'une équipe saine et solidaire qui a de la cohésion? Quels sont Il y a autre chose à laquelle je pensais, et il y a autre chose qui est intéressant de ce processus, c'est la hiérarchie existante dans ce processus va toujours essayer de vouloir communiquer davantage. Donc, même dans ces processus, on va parler de ça, on va parler de ça. Toujours important de reconnaître qu'avec ce processus, on parle beaucoup, on communique beaucoup avec les équipes, avec le personnel. Et ce processus doit être guidé, doit être créé, doit avoir comme pièce centrale les équipes, le personnel. Donc, après cette communauté au travail, donc s'il y a des personnes qui font partie euh, de communautés noires, autochtones ou racisées, donc que ces personnes se rassemblent en tant que personnes racisées, faisant partie de la communauté racisée, et pensent aux similitudes et aux différences, aux définitions des différentes communautés.
quelles sont les similitudes, quelles sont les différences, quelles sont les contradictions et aussi quel est l'engagement que nous avons par rapport à ce travail. Nous avons ces documents qui sont quelque part dans un tiroir. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que ces documents sont vraiment effectifs et qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre? Et il y a aussi tout ce roulement de personnel. Parfois, on travaille dans un nouveau pays, un nouveau contexte. Comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux documents, des nouveaux principes directeurs? Comment est-ce qu'on peut tenir compte de différentes perspectives sur ces textes? Et parfois, finalement, d'une personne à une autre, une personne noire, deux personnes noires n'ont pas la même vision ou deux personnes autochtones n'auront pas forcément la même vision non plus. Comment est-ce qu'on peut tenir compte des différentes cultures? Comment tenez-vous compte des différentes cultures et croyances de la manière dont vous consolidez ce processus? Donc, il y a des normes religieuses, culturelles, historiques, il y a des normes basées sur les traditions. Donc, c'est important quand on voit ces processus, ces convictions, comment on peut consolider, cimenter ce processus, parce que finalement, ces normes sont difficiles à, à exclure c'est difficile de ne pas en tenir compte, parce que même si moi je suis loin de mon pays, mais on peut rarement les ignorer. Donc, c'est important de vraiment tenir en compte tenir compte de ces différentes normes religieuses, culturelles, etc., qui ont un effet, un impact sur la façon dont les personnes viennent, s'engagent dans les différents espaces. Et parfois, certaines personnes ne voient pas ces processus comme importants, tandis que d'autres pensent que ces processus sont très importants. Quelles sont vos définitions collectives d'une équipe saine? Donc là, je reviens encore à la première partie. Je pense que la plupart du temps, on a ces conversations, on se pose ces questions et c'est un peu comme un mantra, quelque chose sur lequel nous nous basons, quelque chose qui est très important, dont nous dépendons. Et donc, explorer nos processus, repenser les priorités, le racisme structurel est accentué par des systèmes institutionnels tels que des politiques de recrutement apparemment neutres qui conduisent à l'exclusion des personnes noires, autochtones et racisées des organisations, des postes de pouvoir et des positions sociales importantes. Donc, ce processus de colonisation est très violent et les communautés qui ont été affectées ont beaucoup de travail à faire pour contrer ce système et, et bien sûr, ces communautés vont devoir affronter les répercussions de cela pendant de nombreuses années. C'est important. Il faut aussi essayer de se mettre dans la peau de vos équipes et imaginez que ce soit vous qui soyez, euh, qui soyez dans la peau de cette personne, de votre personnel, de votre équipe. Et toutes ces normes qui sont vraiment très ancrées dans les idées de suprématie blanche. Donc, tout ce qui est vraiment le racisme structurel qui vraiment se reflète dans notre façon de vouloir rester neutre. Donc, tous les processus de recrutement, le fait d'aller voir les communautés, le fait de présenter votre lieu de travail comme un lieu de travail sûr et sain, comment est-ce que vous vous assurez que vous abordez tous ces besoins spécifiques des communautés? Comment est-ce que vous
Réfléchissez à la façon dont les personnes sont arrivées en position de pouvoir. Donc, un peu rompre ce cycle, le cycle, pardon, oui, le cycle. Donc là, on parlait du cycle de créer un lieu de travail global, mondial. On a différentes responsabilités et toutes ces responsabilités sont très importantes. Il faut que vous compreniez que vous avez une responsabilité. Vous avez été chercher ces responsabilités. Peut-être que vous avez des convictions, des croyances tout au long de votre carrière. Et c'est important de reconnaître que finalement, nous sommes tous là où euh, nous sommes tous arrivés là où nous nous sommes intégrés. Tous les fauteuils doivent être les mêmes fauteuils. Il n'y a pas un fauteuil avec un coussin tout doux et un autre fauteuil avec des pics qui font mal. Non, chacun doit avoir les mêmes conditions. Et donc, tout ce cycle systémique des institutions dans lesquelles nous nous trouvons, et encore, c'est un processus tout à fait actif. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment démanteler et aborder tous ces injustices systémiques? Et voilà, voilà, je parle beaucoup, 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 désolée. Donc, l'idée initiale, c'était lorsque j'ai parlé de cela, j'ai vu cela avec Megan, j'ai dit à Megan, je ne sais pas si ma présentation va faire 1 heure. Et voilà, nous sommes là. Je suis désolée, je suis pas du tout bonne avec le temps, mais nous voulions avoir un moment. Et peut-être que ce sera peut-être que seulement 8 minutes, il n'y a plus beaucoup de temps, mais on aura plus d'espace pour les discussions l'année prochaine, plus d'espace là-dessus pour que les personnes, pour qu'elles puissent partager leurs questions, quelles questions vous vous posez, euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel est votre processus de lutte contre le racisme. Euh, c'est un espace tout à fait sûr. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Et finalement, moi, je demandais aux gens de répondre aux questions. C'est important pour les discussions et, et nous sommes dans un espace de conversation collective et donc la plupart du temps, on ne le fait pas. Mais on va vous donner juste un moment pour vous engager, pour voir quelle est votre réalité, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment, qu'est-ce qui vous enthousiasme, qu'est-ce que vous essayez de comprendre, qu'est-ce que vous espérez également. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à mettre des commentaires dans le chat. Je vois, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolée. Merci beaucoup. Nous avons une main qui s'est levée. Oui, allez-y. Je voudrais aussi ajouter à cette conversation que cette personne ne parlait. Donc, je vais continuer parce que
peut-être que la plupart d'entre nous ici, nous, n'a- nous, nous avons fait l'expérience de ce que vous dites ici. Nous essayons vraiment de demander aux leaders en charge et tout le monde dit il faut minimiser. Malheureusement, nous avons travaillé, nous avons eu beaucoup d'histoires, beaucoup de réunions et le système, c'est pas quelque chose que vous pouvez démanteler comme ça. Et il faut toujours juste minimiser cela et continuer à faire un plaidoyer, minimiser, gérer cela. Mais personne, on n'est pas égaux. Personne n'est égal. Le travail que vous faites est très important. Donc, merci beaucoup. J'apprécie cela. Je sais que c'est très dur. En termes de lieu de travail, en termes des enquêtes sur le lieu de travail, vous pouvez bien sûr avoir l'esprit ouvert, comme moi aussi. Vous pouvez parler. Moi aussi, j'aime bien parler, discuter. Mais en termes de lieu de travail, vous avez des problèmes, des difficultés. Moi, j'ai eu des problèmes 3 fois, et même mon fils. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ma propre organisation. Parce que si vous ressentez cela, vous allez savoir comment travailler avec les gens. Mais si vous entendez parler de racisme, quand vous allez dans la société, vous allez pouvoir parler aux gens, dire oui, le système, le système crée quelque chose, mais ils doivent nous gérer, ils doivent nous encourager, ils doivent être patients avec nous. Et ça, c'est ce que les gens n'aiment pas. On voit que on dit que Poutine disait que les Africains doivent gérer l'Afrique eux-mêmes s'ils le peuvent. Moi, je parle bon anglais. Ils ont besoin de nous gérer. Ils disent, on ne veut pas ça, mais on veut ça. Et là, ça, on va le gérer. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et on fait cela pour travailler, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Et, et si c'est, et moi, j'ai décidé de créer ma propre activité. Et je n'ai pas de financement. Je ne, je n'applique rien pour moi. Et quand je mets mon argent pour obtenir un prêt, il le bloque quelque part. Donc, continuez votre travail, votre bon travail. On va se concentrer sur le Canada, pas seulement sur les écoles, mais les individus. Et il faut qu'on fasse un appel. Il faut dire, oui, cela se passe. Il y a peut-être une petite ouverture. Il y a une insatisfaction. Mais s'ils nous rejettent à chaque fois, eh bien, on a des gros problèmes. Merci. Merci d'avoir partagé. Merci de ces réflexions très importantes. Je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu dans votre intervention, l'idée de continuer à se battre, de continuer à exprimer ce que les changements que nous voulons au niveau du lieu de travail. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé. Je vois, où nous avons un commentaire dans le chat. Pat qui dit une partie de mon travail. Je travaille aussi dans le recrutement et la sélection. Je pense que nous avons une équipe très équilibrée. Comment est-ce qu'on peut recruter sans sentir comme si nous
nous recrutions avec cette perspective-là. Ça peut être un comité externe, un comité, donc il faut savoir où est-ce qu'on publie des offres. Voilà pourquoi les gens ne trouvent pas l'offre d'embauche, l'offre d'emploi, et comprendre, mieux se comprendre, comprendre qu'on est une personne qui a du pouvoir, et donc être sûr que mettre les gens au centre, mettre les personnes au centre, et donc voir, avoir un protocole, voir comment les personnes peuvent euh, avoir un accès, communiquer sur ces offres. En tout cas, c'est un bon point. Je suis très heureuse que vous ayez ce sentiment que votre équipe cherche à avoir un recrutement très équilibré. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager des commentaires? Oui, Rosa, allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je voulais vous remercier. Merci pour tout ce temps, et nous avions tout ce temps notre caméra éteinte et nos micros coupés. Je voulais juste vous remercier. Gratitude. Vous voyez, parfois, quand vous dites que les corps peuvent s'exprimer, moi, j'ai, j'ai assisté à beaucoup de formations mises en œuvre par le ARC depuis un an, en parallèle de mes propres lectures, de mon propre parcours pour être dans cette lutte contre le racisme. Merci à l'ARC, merci à ce centre ARC, et peut-être j'aurai plus d'idées plus tard pour contribuer. Merci beaucoup. Merci Rosa d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé ce moment où vous n'aviez pas les mots. Donc, c'est important de parler de cela, que ce soit une bonne expérience ou que cela vous ait mené à un état de confusion, je ne sais pas. C'est toujours important de partager en tant que communauté. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé cela. C'était intéressant. Parfois, j'ai du temps, j'ai du mal à m'arrêter. Je parle beaucoup. Et merci d'avoir partagé ce point de vue. Nous avons encore 2 minutes, et je vais vous rappeler que à 16h15, nous aurons encore une session en parallèle avec donc un espace sûr, fermé pour les personnes, les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, qui sont à la fois de communautés noires, autochtones ou de couleur. Et nous aurons aussi un espace ouvert pour les points focaux de Digna. Et demain, donc, on va reprendre à 11 heures avec Digna, combler les lacunes, mise en œuvre de la PEAS sur le terrain. À 12h30, on aura notre pause déjeuner. À 13h30, on aura un moment sur l'engagement collectif. On va parler la progression du progrès de la lutte antiracisme dans le cadre de la coopération internationale. Ensuite, une petite pause, et à 15h30, on va parler des priorités. Donc, merci encore. Un grand merci à tous ceux qui ont assisté à cette formation. C'est toujours un peu difficile, c'est toujours très éprouvant au niveau nerveusement
d'organiser ces espaces. Nous sommes tous dans un processus d'apprentissage, de savoir comment vous vous sentez avec tout ça. Et merci beaucoup au Bureau des Affaires mondiales du Canada, à Coopération Canada. Et merci beaucoup. J'espère que vous allez apprécier cette session et nous sommes toujours ravis de votre participation, de tout ce que vous nous communiquez. Et, j'espère que vous allez pouvoir profiter du reste de votre journée et je vous dis à peut-être à demain. Oui, demain et aussi plus tard aujourd'hui.